Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Le bouddhisme compte aujourd'hui environ 350 millions de fidèles et représente ainsi la 4e religion de l'humanité. Il connaît depuis quelques années un renouveau profond en Occident, mais aussi sur son continent natal, l'Asie. Et c'est sur cette région du monde que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Cette religion, on le sait, est née en Inde, mais comment s'est-elle ensuite développée, enrichie d'influences multiples et croisées au fil des siècles? Quelles en sont les principales traditions? Comment peut-on les définir? Et enfin, quelles sont aujourd'hui encore les principales raisons de la force d'attraction du bouddhisme en Asie? Nous allons aborder ces différentes questions avec nos deux invités, Olivier Germain-Thomas et Christophe Boisvieux. Christophe Boisvieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et photographe. Vous parcourez le monde depuis une vingtaine d'années maintenant, je crois, essentiellement l'Asie. Vous collaborez avec différents magazines et vous avez également publié un certain nombre de livres de voyage. Merci infiniment d'être avec nous. Merci. Olivier Germain-Thomas, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un très grand producteur d'émissions sur France Culture. Vous êtes également écrivain et vous venez de remporter le prix Renaudot Essai pour votre dernier ouvrage, Le Bénarès Kyoto, publié aux éditions du Rocher. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes là également pour la sortie de votre livre, celui que vous avez écrit et photographié en commun, Lumière du Bouddha, aux éditions de l'Audi, qui est un très bel ouvrage qui retrace justement la genèse en fait du bouddhisme et son évolution en Asie telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est également le thème de notre émission. Alors pour commencer, j'aimerais, Olivier Germain-Thomas, qu'on essaye d'expliquer un petit peu comment est né le bouddhisme en Asie et plus particulièrement en Inde, je crois. Le bouddhisme, c'est avant tout le génie de l'Inde. On oublie trop souvent que le bouddhisme est resté 15 siècles en Inde. Parce qu'effectivement, comme il a disparu et qu'il ne représente aujourd'hui même pas 1% de la population, et que le bouddhisme a été accueilli en Occident sous la forme japonaise ou tibétaine, on oublie le creuset. Le creuset est fondamentalement la pensée philosophique, la pensée spirituelle et l'expérience spirituelle de l'Inde. Donc on le sait, le bouddhisme est né vers le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, vers les hauteurs entre l'Himalaya et la vallée du Gange. Vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, grâce à l'empereur Ashoka, il va se répandre de tous les côtés. Il ne faut pas oublier le fait qu'il est allé vers l'ouest, c'est-à-dire les pays actuels qui sont l'Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire, vers le sud. Donc la conversion dans l'empereur Ashoka est vraiment quelque chose de décisif dans l'expansion du bouddhisme. Conversion, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le fait qu'il a voulu que le bouddhisme se répande. Il est peut-être resté plus ou moins hindou, car la majorité du pays était hindou. En tout cas, pratiquait le brahmanisme. Mais il a envoyé des pèlerins partout, à l'est, à l'ouest, au sud. Donc vers le sud, Sri Lanka, la Birmanie, le sud-est asiatique. Et plus tard, souvent à partir du Cachemire d'ailleurs, à travers la route de la soie, le bouddhisme va se répandre en Chine, ensuite en Corée, ensuite au Japon, ensuite au Tibet, en Mongolie. On connaît toute cette histoire. Mais ce qu'on oublie quelquefois, c'est que les principales écoles du bouddhisme, que ce soit le Theravada ou ensuite le grand véhicule Mahayana et même le tantrisme, tout cela vient de l'Inde. Le tantrisme vient d'Inde, c'est le bouddhisme qui s'est répandu au Tibet, a puisé bien sûr dans les traditions du Tibet, mais les principes philosophiques venaient de l'Inde. Et alors, 1500 ans d'une aventure magnifique qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est ce qui est extraordinaire. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans notre émission. Christophe Boisvieux, Olivier Germain-Thomas vient de commencer à l'évoquer. Est-ce qu'on peut revenir quand même plus précisément sur la façon dont le bouddhisme s'est ensuite diffusé à partir de l'Inde? Il y a une route du nord, du sud, je crois. Oui. Olivier vient de l'évoquer un petit peu à l'instant. Au début, les textes, quand le Bouddha prêche, il n'y a pas d'écriture dans cette plaine du Gange. Donc c'est une transmission orale. Une transmission orale au début, et puis à partir de l'ère chrétienne, les textes sont transcrits, et la transmission se fait de maître à disciple. C'est une notion essentielle dans certaines voies du bouddhisme, je pense en particulier au bouddhisme tibétain, où vraiment la transmission de maître à disciple est capitale. Mais et puis certains maîtres vont jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la doctrine. Je pense en Chine à Bodhidharma, qui au VIe siècle a apporté le dharma en Chine. Ça a été vraiment le point de départ de la diffusion du bouddhisme en Chine.
Voilà. Et puis, plus tard, aussi un maître qui est une influence déterminante au Tibet, le maître et magicien Padmasambhava, aux alentours du 7e siècle. Voilà. Donc les maîtres ont vraiment joué un rôle également décisif dans cette... Essentiel. C'est le rayonnement de ces maîtres qui a été à l'origine de la diffusion incontestablement du bouddhisme. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un instant quand même sur l'explication un petit peu géographique de cette diffusion du bouddhisme? Quand on préparait cette émission, vous m'avez un petit peu parlé de deux routes différentes. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, il y a la route de la soie, la route du Nord, je dirais, hein, la route des caravanes, une route commerciale, mais aussi une route religieuse. C'est par ce biais que le bouddhisme va se diffuser en Chine, tout d'abord, puis de Chine en Corée. La Corée va servir de tête de pont ensuite à la diffusion du bouddhisme au Japon. Et puis, je dirais, il y a la voie maritime, depuis le Sri Lanka, qui est un des grands foyers du bouddhisme. Donc c'est plus une voie vers le sud? La voie du sud, voilà. Donc cette voie maritime, par cette voie maritime, le bouddhisme va toucher le sud-est asiatique, la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, et puis il va même aller jusqu'en Indonésie, où il n'est plus vivant aujourd'hui, mais où il a été très très présent. Je pense à des sites comme Borobudur, bien sûr, qui en témoignent. Donc pour essayer de mieux appréhender le bouddhisme tel qu'il est aujourd'hui, revenons un petit peu sur son histoire et sur ses trois principales traditions, puisqu'on sait, vous le mentionniez tout à l'heure, il y en a de multiples, donc le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu leurs caractéristiques, où elles sont nées, comment est-ce qu'on peut les définir? On peut peut-être commencer par le Theravada, si vous voulez bien. Je pense, on peut dire que je ne suis pas objectif, mais je l'ai déjà dit que l'essentiel quand même vient de l'Inde. Mais ensuite, le génie du bouddhisme a été de s'adapter aux différentes cultures. Et en fait, ce qui distingue une école d'une autre, ou ce qu'on peut appeler un véhicule d'un autre, c'est deux choses. C'est la tradition culturelle du pays où il s'est développé et les textes sur lesquels s'appuient les grands maîtres. Alors, en ce qui concerne le Theravada, les maîtres s'appuient essentiellement sur des textes en pali. En ce qui concerne le Mahayana, les textes sont en sanskrit. Et en ce qui concerne le bouddhisme tantrique, au départ les textes étaient en sanskrit et maintenant ils sont en tibétain. Donc voilà, ça joue beaucoup. Cela dit, ce qu'il y a de frappant quand on voyage dans ces pays, c'est que au-delà de toutes les habitudes culturelles, quand deux grands maîtres se rencontrent, ils savent qu'ils sont issus du même foyer. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Alors, on sait très bien que dans le tantrisme, il y a énormément de magie et que le zen, par exemple, est quelque chose de beaucoup plus sobre, mais la pratique de la méditation fait qu'on peut imaginer, on peut savoir, en fin de compte, que ce qui se passe à l'intérieur d'eux est assez semblable. Christophe Boisvieux, vous connaissez aussi très bien le Theravada. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de nous dire Olivier Germain-Thomas? Ce que je trouve intéressant et particulièrement frappant dans le Theravada, c'est l'imbrication qui existe entre les moines et la société. Les moines n'existent pas sans la société. Et toute la société est au service des moines, notamment par le don quotidien que font les fidèles aux moines. Précepte qu'on retrouve dans les enseignements même du Bouddha. Le bhikkhu, le moine, doit mendier sa nourriture. On ne retrouvera pas ça dans d'autres traditions. Je pense au Vajrayana, au bouddhisme tibétain. Alors il y aura des dons faits aux moines, bien entendu, mais pas sous cette forme-là. C'est une pratique qui est ancrée dans le quotidien, qui est très belle. C'est très émouvant le matin de voir les fidèles pieds nus, en signe de respect, offrir, se tenir devant le seuil de leur porte et attendre le passage des moines. Alors, en quelques mots, Olivier Germain-Thomas, est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques du Mahayana et peut-être aussi du Vajrayana, qui visiblement est comme une continuation du Mahayana. La grande nouveauté du Mahayana, ça a été l'apparition des bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres qui ont atteint ou qui pourraient atteindre la bouddhéité, l'état de Bouddha, et qui en fin de compte restent parmi les humains pour les aider justement sur la voie de l'éveil et de la cessation de la souffrance. Donc par rapport effectivement au bouddhisme de l'origine, il y a cette figure qui apparaît. Cela dit, un mahayaniste va vous dire que le Bouddha lui-même leur est enseigné du haut du pic des vautours, mais que les enseignements étaient restés secrets, parce que les bouddhistes du Mahayana ne vont pas reconnaître l'antériorité des bouddhismes primitifs. Donc vous voyez, ça ce sont des querelles d'école
que l'on peut dépasser, mais en tout cas, d'une manière très générale, à très grands traits, on peut dire que beaucoup de déités, de personnes intermédiaires vont apparaître à partir du moment où on entre dans le Mahayana, et encore plus quand on va arriver dans le Vajrayana. Cela dit, le Mahayana a eu aussi des voies beaucoup plus sobres, celle du Chan, qui vient également de la méditation du bouddhisme, Dhyana, qui a donné le Chan en Chine et qui a donné le Zen au Japon, où justement là, les figures intermédiaires sont moins importantes, puisque l'essentiel est d'aller trouver la vérité à l'intérieur de soi. Donc vous voyez que tout ça, en fin de compte, c'est assez compliqué, et que l'essentiel, c'est ce qui a été dit, c'est la transmission de maître à disciple, beaucoup plus que toutes les figures extérieures. Alors malheureusement il nous reste très peu de temps. Est-ce que pour terminer cette émission on pourrait essayer de, pour mieux appréhender justement cette globalité du bouddhisme en Asie, voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les mutations, est-ce qu'on assiste à un regain ou à un recul du bouddhisme selon les pays? Christophe Boisvieux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, je sais pas, de la Corée par exemple? Oui, les deux. En Corée, il s'agirait plutôt d'un recul. Les missionnaires évangélistes ont fait un gros travail d'évangélisation justement. Même si le bouddhisme reste très vivant et très authentique en Corée, dans d'autres pays, par contre, et ça Olivier pourra en parler aussi, il y a un véritable renouveau. Je pense au couvercle des pays communistes qui petit à petit s'entr'ouvrent, et vous avez des pays comme la Chine où vraiment qui connaissent aujourd'hui un grand renouveau avec des temples qui font ça le comble, si je puis dire. Et puis c'est intéressant de revenir à ce que disait Olivier. En Inde même, et ça c'est depuis l'indépendance, même si ça reste encore très minoritaire, il y a des conversions massives dans la communauté des intouchables, chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'intouchables se convertissent au bouddhisme pour échapper au système des castes. Et cela a été justement à l'origine l'une des forces du bouddhisme, c'est qu'il faisait exploser ce système justement très contraignant, très sclérosant, et qu'il avait cette force libératrice. Donc on retrouve aussi en Inde aujourd'hui même cette force du bouddhisme. Olivier Germain-Thomas, pour conclure cette émission, je crois que vous avez un exemple très parlant qui est celui de la Chine. Vous pouvez nous en dire deux mots? Voilà, j'ai traversé toute la Chine en train et en bus, et très souvent j'ai voulu aller soit dans les montagnes sacrées, celles qui sont présentes là, derrière et devant nous, et puis même dans une petite île qui est une sorte de mini-mont Athos au large de Shanghai, une nuit de bateau. L'île s'appelle Phu Po Shan, qui est entièrement dédiée à Guan Yin, qui est la figure féminine du Bodhisattva Avalokiteshvara, et j'ai vu des milliers de pèlerins, de femmes, d'enfants, de jeunes, qui montaient quelquefois de longues marches comme ça jusqu'au temple, qui se trouvait au sommet, à pied, à genoux, pour rendre un culte au Bouddha. Et notamment à cette figure féminine du Bodhisattva. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser que d'après les derniers chiffres, il y aurait aujourd'hui 10% de bouddhistes en Chine. Si le bouddhisme redevient quelque chose de très important pour la Chine, il est certain que la face de l'Asie et même du monde va être changée. Donc là, il se passe quelque chose d'absolument essentiel et en tout cas d'enthousiasmant. Olivier Germain-Thomas, Christophe Boisvieux, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, le livre de nos deux invités, Lumière du Bouddha, qui vient de paraître aux éditions de Lodi. Le Bénarès Kyoto aux éditions du Rocher, de notre invité Olivier Germain-Thomas, qui vient de recevoir, je vous le disais au début d'émission, le prix Renaudot Essai. Un récit de voyage passionnant à travers l'Asie, riche en anecdotes et réflexions. Et enfin, Éveil, de Daniel et Olivier Folmy, aux éditions de La Martinière, qui nous offre 365 pensées des sages d'Asie. Vous pouvez retrouver la diffusion de cette émission sur le site de France 2. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la rubrique Les chemins de la foi. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente semaine et à dimanche prochain.